Vérité au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Salon africain du bâtiment, saison 2, ouverture des portes ce mardi à Togo 2000. Cette deuxième édition promet beaucoup d'innovations, lesquelles nous les verrons tout à l'heure dans ce journal. Le Paège SP présente son rapport sur l'emploi des jeunes. Le chômage a-t-il reculé? Que dit le rapport? L'impact du projet sur les bénéficiaires? Les précisions tout à l'heure dans cette édition. Et puis, les voici boursiers et sur le départ pour les études au Maroc, les informations pratiques, les formalités, bon à savoir et à tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Sachez d'abord que le chef de l'État était à la cérémonie d'intronisation de l'empereur du Japon et c'est à l'invitation du Premier ministre du Japon, son Excellence Shinzo Abe, le président de la République, son Excellence Forest Zimlania Singwe, a donc pris part ce 22 octobre, ce mardi donc, à la célébration de la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur, le prince héritier Naruhito, Sa Majesté Akihito, le 225e empereur du Japon, avait exprimé, vous le savez, son désir d'abdiquer dans un message télévisé. C'était en août 2016. L'abdication a pris effet le 30 avril 2019, laissant donc le trône au prince héritier Naruhito. Le chef de l'État a donc exprimé ses chaleureuses félicitations et celles du peuple togolais au nouvel empereur intronisé. Le Togo et le Japon entretiennent, vous le savez, de bonnes relations d'amitié et de coopération. Le président Forest Singwe était donc au Japon en août dernier, où il a participé activement à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, et rencontré à l'occasion le premier ministre nippon Shinzo Abe. La cérémonie s'est déroulée au palais impérial de Tokyo en présence de plusieurs délégations étrangères. Nous reviendrons sur les images du séjour du chef de l'État au Japon dans nos prochaines éditions. Images à présent des députés à l'Assemblée nationale ce mardi. Travaux à huis clos consacrés à l'examen et à l'adoption du budget du Parlement, exercice 2020. Séance à huis clos, vous le voyez, et c'est ce que prévoit l'article 50 du règlement intérieur de l'Assemblée ainsi que l'article 95 de la Constitution. Pour votre gouverne, sachez que ce budget sera ensuite envoyé au gouvernement pour être intégré à la loi de finances gestion 2020. Nouvelle séance pour les élus, c'est demain mercredi, et sur la table déjà le projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel, travaux en plénière cette fois. Cela dit, direction Kara, sur place a eu lieu hier la phase 2 de la formation initiée par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Le thème est d'actualité, la prévention des conflits et violences et protection des droits de l'homme et de l'enfant. Comment le journaliste doit y contribuer par ses écrits, le traitement de l'information en rapport justement avec le thème, ce qu'il faut savoir, les précisions. Nestor Bozou et notre bureau sur place à Kara. Les professionnels des médias des régions centrales, Kara et Savane, en formation à Kara. Ils renforcent leur capacité pour mieux jouer leur rôle, celui d'informer, de former et de divertir les populations. Parfois, des crises naissent à partir d'une parution ou d'une émission. À cet égard, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a entrepris d'outiller les acteurs des médias par rapport à leurs responsabilités afin de servir de veille stratégique et non de pyromane. La formation a pour thème médias, prévention des conflits et violences et protection des droits de l'homme et de l'enfant. Le président de la HAC a présidé la séance d'ouverture en présence du préfet de la COSA, du représentant du ministère de la Communication et de celui du système des Nations Unies au Togo. L'implication de la HAC aux côtés du PNUD et de l'UNICEF dans la lutte contre les conflits et violences et la promotion des droits de l'homme et de l'enfant cadre bien avec sa mission.
qui est de veiller à ce que les médias ne diffusent ou ne publient des informations qui pourraient conduire à des violences récurrentes de ces droits. Il sera donc question au cours de ce séminaire d'appeler les professionnels des médias au respect scrupuleux des règles déontologiques et éthiques de leur métier. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler, citant le code de déontologie des journalistes togolais, que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection. Avant l'intervention du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le préfet de la COSA, Hemo Badibawakali, a souhaité la bienvenue aux participants. Idrissou Labandé, le représentant du PNUD et coordinateur du projet PBF, Peace Building Fund, qui finance la formation, a souligné que s'il est vrai que la presse peut nourrir les germes de conflits et les entretenir, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle puisse être aussi un puissant vecteur de paix et de protection des droits de l'homme et de l'enfant. Le secrétaire général du ministère de la Communication, Kwasi Weida Balo Tinaka, a abondé dans le même sens en précisant que des forums d'échange de ce genre permettent aux journalistes animés de bon sens de distinguer le meilleur du pire. Cette formation fait suite à celle tenue à Ngoatien pour les professionnels des médias des régions plateaux et maritimes. L'actualité, je vous l'annonçais en titre, c'est aussi le rapport sur l'emploi produit par le PAEJ SP. C'est le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Alors, que dit le rapport? L'impact du projet sur les bénéficiaires, nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Dans la foulée, voici cette plateforme d'insertion justement pour les jeunes, le Salon africain de bâtiments et des métiers connexes, Afribat. Il a ouvert ses portes ce mardi sur le site Togo 2000. Qu'y a-t-il de nouveau pour cette saison 2? On regarde ce reportage de Firmin Adjinare. Le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes, Afribat Togo, deuxième édition, un rendez-vous d'échange et de partenariat entre professionnels, experts et entrepreneurs du secteur du bâtiment et des métiers connexes. Pour la rencontre de Lomé, il est question d'innover dans le domaine du bâtiment, de la construction et des métiers connexes en vue de sortir du traditionnel pour migrer vers la technologie. Afribat Togo permet également aux décideurs et professionnels en bâtiment de retrouver les fournisseurs locaux et internationaux à travers l'exposition des produits innovants. Le Salon africain de bâtiment, c'est une occasion rêvée de pouvoir exposer l'évolution du bâtiment au Togo et en même temps d'apprendre des autres qui ont l'expertise. Une ville évolue à travers les constructions et pour nous, la manière de bien construire permettra au Togo d'être émergent. Le Togo veut à travers ce salon se positionner à un niveau supérieur en matière de construction de ses infrastructures et logements suivant les normes modernes. Le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes est en phase, bien entendu, avec la volonté du gouvernement togolais à travers son plan national de développement 2018-2022 qui est au fait une volonté pour le gouvernement de doter notre pays des infrastructures et des services connexes de qualité pour son émergence. Le Togo est un pays en pleine modernisation dans le secteur des bâtiments et travaux publics, est en plein essor et offre de nombreuses opportunités d'affaires. J'invite tous les participants, en particulier les opérateurs économiques togolais du secteur des BTP, à tirer le meilleur parti de cette rencontre internationale de Lomé et renouveler à tous mes voeux d'une brillante réussite du présent salon. La visite des stands des participants venus du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Europe, d'Asie et d'Amérique a permis aux participants de découvrir le génie créateur des exposants. La rencontre de 6 jours intervient grâce à un partenariat Sud-Sud confirmé entre la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax de Tunisie et celle du Togo.
Et l'organisation de ce salon, par exemple, eh bien, c'est de la technique managériale. Comment justement manager son personnel, les ressources humaines pour avoir de la réussite dans son entreprise. Cela s'apprend, d'où d'ailleurs cette session pour jeunes entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir, les précisions, Karine Olando. 40 jeunes entrepreneurs affinent leurs capacités managériales pour être plus performants et plus compétitifs dans le monde des affaires. Au menu des échanges, le managérial des jeunes entrepreneurs en ressources humaines et son impact sur la croissance et le développement d'une entreprise. Et quand on parle de la gestion d'une entreprise, on gère les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources immatérielles. Mais on oublie souvent ceux qui gèrent toutes ces ressources-là, c'est-à-dire les ressources humaines. Donc c'était important de revenir, de leur rappeler à ces chefs d'entreprise que vous pouvez maîtriser la gestion financière, la gestion technique que vous faites, mais si vous ne maîtrisez pas la gestion de vos collaborateurs, comment rendre ces collaborateurs plus efficaces et plus performants, vous risquez de fermer tout. Mais avant ça, nous allons aborder un sujet qui est très sensible, c'est l'organisation même du travail, et qui est peut-être la porte d'entrée sur le sujet. Dans le cadre de son accompagnement technique, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ et d'autres partenaires veulent offrir une garantie supplémentaire pour la réduction des risques de défaillance aux jeunes entrepreneurs. Nos jeunes entrepreneurs, dans leur structure, ont réussi un premier challenge. C'est celui de mettre justement ces structures-là en place et les exploiter tout en offrant des produits ou des services. Le second challenge que ces jeunes-là doivent relever, c'est le challenge organisationnel qui consiste à mieux organiser les ressources au sein de leurs entreprises, plus précisément les ressources humaines. C'est partant de ce constat que le FAYEJ a sollicité l'appui du FNAPP pour accompagner l'organisation de cette formation. Le Fonds national d'apprentissage, de formation, de perfectionnement professionnel a appuyé cette formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs pour accompagner les activités du FAYEJ et puis la vision de l'État togolais dans l'investissement de l'entrepreneuriat des jeunes. L'étape de Lomé sur la thématique des ressources humaines laissera place à celle de l'INFA de Tové qui portera sur les techniques additionnelles sur l'utilisation raisonnée et rationnelle des pesticides homologués. Ici aussi, c'est du métier. 250 maraîchers se forment, eux, aux bonnes pratiques culturelles. En quoi consistent ces bonnes pratiques? Qu'est-ce qui va changer dans les méthodes après cette formation? Eh bien, on voit ça dans ce reportage de Luc Assis. De ce jardin produit chaque année des centaines de kilos de carottes, de betteraves, de tomates, d'oignons, entre autres. Des produits maraîchers très prisés. Nous sommes ici à Goumou-Kopé, dans le canton d'Agbodrafo. Nanti d'une licence en sociologie, Akwete est l'exploitant de cet espace, et ce, depuis 2004. C'est à base de cette activité que j'ai financé mes études secondaires et le cursus universitaire. Bon, je vis de ça. Actuellement, je travaille sur un demi-hectare. Et le gain qu'on en tire, ça dépend aussi de la culture. Bon, je peux me situer par rapport à la tomate. En moyenne, sur un demi-hectare, on peut revenir avec 650 000. Akosiwa est également dans le maraîchage. Elle exploite 1 hectare. Je suis dans le maraîchage depuis 2001. Quand j'ai en train de cultiver, à peu près, je gagne. À peu près, je lose. Mais je prends des petits piments, oignons, gombo, boma ou adémé. J'arrive à nourrir mes enfants le matin, ils mangent à midi, je les supporte et le soir ça va. Malgré ses performances économiques, le secteur reste confronté à des difficultés. Des difficultés relatives aux techniques de production et intrants agricoles. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, vole au secours des acteurs de ce secteur à travers cette session. Il s'agit ici de renforcer, sinon de former 250 maraîchers dans la zone littorale du Togo
sur les techniques de production intensive et durable des cultures maraîchères. Il s'agit de former les maraîchers sur la gestion des pesticides homologués, sur l'utilisation des pesticides homologués. Il s'agit également de les former sur la fertilité des sols. Il s'agit également de les former sur la prévention et la lutte contre les maladies. La formation va permettre aux femmes et jeunes maraîchers du littoral togolais d'améliorer leur production. La formation va nous aider à améliorer notre manière de travailler. Aujourd'hui, avec la formation, on sait que c'est après des recherches sur recherches qu'ils sont venus dans des formations. Comme ça, on va arriver à augmenter les trucs côté rendement. Et même par rapport à nos comptes d'exploitation, il y a des trucs qu'on ne savait pas, qu'on produisait parce qu'il faut produire. Mais avec la formation, ça peut nous apporter des trucs techniques pour l'amélioration de notre activité. Autrefois extracteurs de gravier et de sable marin, ces maraîchers se sont complètement convertis. Ils ont été une fois encore sensibilisés sur les effets néfastes de leur ancienne activité, notamment l'érosion côtière, l'avancée très rapide de la mer et la destruction des maisons, entre autres. Ils vont à leur tour relayer l'information. Et le maraîchage, vous le savez, ça tient aussi compte de l'environnement. Que dit justement à propos le projet RED+ version 2? Eh bien, le document est à l'étude depuis ce mardi. Les grandes orientations avec Ramdan Bassina. Sur la base des conclusions issues de l'évaluation des impacts sur l'environnement, les recommandations ont été formulées pour rendre plus dynamique le projet de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Une démarche qui a abouti grâce à une large consultation de plusieurs acteurs impliqués. À cette rencontre, il est question surtout d'analyser, d'améliorer et de valider la version 2 de la stratégie nationale RED+, avec les différents plans d'action intégrés. Le Togo a adhéré à la RED+, et la RED+ est inscrite au PND comme une priorité nationale. La RED+ contribue également à la mise en œuvre et à l'atteinte des objectifs du développement durable. L'intégration de ces recommandations et de ces orientations du comité national RED+, avec l'évaluation stratégique environnementale qui s'en est suivie, a permis d'élaborer maintenant une deuxième version. Et c'est cette version que nous présentons aujourd'hui aux parties prenantes pour qu'ils puissent apprécier et toujours apporter des améliorations. La stratégie nationale RED+ se propose de doter le Togo d'instruments forts à même de protéger les forêts de leur dégradation, assurer une gestion durable, préserver la biodiversité, bref, permettre à la forêt de jouer son rôle socio-économique et écologique sont également des missions combien importantes assignées à la RED+. Avec ce projet, le Togo se positionne comme grand protecteur de l'environnement avec une stratégie nationale solide à travers une agriculture performante adaptée au changement climatique. On en vient maintenant à la politique intérieure avec le mouvement des Sages Unir, Union pour la République. Il installe ses collèges préfectoraux dans les savanes. Le rôle de ces collèges préfectoraux, la cérémonie, le récit de Tchazim Labaka. Ils sont au nombre de 35, à raison de 5 par préfecture, à être installés au titre du Collège des sages de la région des Savanes. C'est la phase ultime du processus de structuration du mouvement des sages unir. Depuis janvier 2018, le congrès des sages s'est tenu à Kara. Donc le mouvement a été officiellement lancé. Mais ce mouvement doit avoir des démembrements dans tout le pays. Nos statuts prévoient que dans chaque préfecture, un collège de 5 sages se charge de mobiliser les autres sages de la préfecture. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons commencé par la région des Savanes. Très prochainement, nous nous porterons dans la région de la Kara et dans chacun des chefs-lieux de région. Le parti Union pour la République veut donc mettre à la disposition de ces structures de base des personnes ressources pleines d'expérience. Les statuts disent très précisément que le collège préfectoral anime tout le mouvement des sages dans la région. Autrement dit, c'est comme une sorte de bureau qui va se charger de répertorier les sages, qui va se charger de les mobiliser afin que les mots d'ordre du parti leur parviennent en temps voulu.
nous allons pouvoir bientôt faire une convention. Notre parti va désigner son candidat pour les élections présidentielles qui viennent. 2020, c'est déjà demain. Donc il nous faut un champion. Nous le connaissons déjà, nous. Et ce matin, les sages l'ont crié haut et fort. Nous allons donc désigner notre champion. Nous allons nous mobiliser derrière lui pour que notre victoire soit éclatante en 2020. Parole de sagesse. Et comme le dit si bien l'adage, un sage qui est assis sous un arbre voit plus loin que le jeune qui est monté dans l'arbre. Concrètement, ce que nous avons fait sur le terrain, c'est de continuer par assagir les jeunes, travailler pour l'intérêt des jeunes. Parce que chez nous, nous sommes en train d'aller, mais c'est eux qui vont prendre la relève. Que chacun comprenne que dans la vie, il faut un peu de sagesse quelque part. Je voudrais sincèrement remercier le chef de l'État, son Excellence M. Faure-Essourdina Gnassingbé, qui a pensé à la création du mouvement des sages. Ça nous permet de continuer la sensibilisation, de continuer à mobiliser nos enfants dans l'intérêt supérieur de notre pays. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, le Togo est paisible. Nous avons la paix, nous vivons la paix, à côté de ce que nous voyons ailleurs. Il faut que cette paix se pérennise et qu'avec le PND qui vient d'être mis sur pied, qu'ensemble nous puissions travailler pour l'intérêt de la jeunesse, c'est-à-dire pour avoir du travail pour nos enfants demain. Chacun doit le comprendre. Le travail qu'on nous a donné, on va faire tout ça, compris. Arrivé à Gando, je vais aller toutes les femmes, notre femme, je vais aller leur dire ça. Le vice-président de UNIR pour la région de Savane, Taïrou Bagbieg, a exhorté les sages à partager avec les jeunes leurs grandes expériences en termes de militantisme, de loyauté et surtout des disciplines du parti. L'autre temps fort de cette rencontre est cette séance de sensibilisation et d'information autour du plan national de développement PND 1822. Un plan qui prend réellement en compte les préoccupations des personnes âgées en veillant à leur santé et leurs revenus. La santé évoquée aussi ce soir dans cette édition et ce geste ô combien apprécié des populations d'Elavagnon. C'est dans l'Est Mono. Beaucoup aujourd'hui sur place ont recouvré la vue, voient mieux. 60 personnes notamment ont subi des opérations gratuites. Un reportage de Sylvain Aboudjou. Il s'apprête pour recevoir une intervention chirurgicale de la cataracte. Une fois le mal diagnostiqué, ils passent l'un après l'autre dans cette cabine de la clinique mobile pour se faire opérer de cette déficience visuelle qui entraîne la baisse progressive de la vue. L'opération dure moins d'1 heure et permet de soulager les patients souffrant de cette cécité à recouvrer la vue. Plus d'une 60aine de cas ont été identifiés ici à Elavagnon dans l'Est Mono, localité où est drainée cette clinique mobile pour offrir des soins gratuits aux patients. Nous les remercions et nous implorons Allah de les aider, non seulement pour la population de l'Est Mono, mais pour tout le Togo en entier, et qu'ils continuent toujours dans ce sens. Le seul traitement de la cataracte est résolument chirurgical. C'est une intervention qui est rapide, sûre et efficace, qui permet de recouvrir la vue dès le lendemain de l'intervention. Cette campagne de dépistage et d'opération gratuite de la cataracte vient de Humanity Fest qui entend accompagner cette couche dans le diagnostic et l'opération de cette maladie pour leur redonner la vue. Un engagement pour accompagner les efforts du gouvernement en la matière pour un mieux-être des populations. Nous sensibilisons que comme les populations, ils n'arrivent pas à faire pour faire payer l'argent d'opération, chacun n'a pas de moyens. Donc nous aidons les gens qui n'ont pas de moyens, nous faisons l'opération de cataracte gratuitement. Humanity Fest mène cette action au profit de la population il y a plusieurs années déjà, dans la dynamique de réduire le taux des personnes souffrant de ce mal. Cette maladie touche souvent les personnes adultes dont l'âge est estimé à plus de 50 ans. Dans le reste de l'actualité, il appelle le renforcement de l'état de droit. Une plateforme est mise en place. La société civile est appelée à y jouer un rôle important. Les précisions, Abel Agathe, Sandra Ziagoui.
La société civile togolaise échange ici avec les experts internationaux sur les notions de paix et de développement, tout en s'inspirant des principes de base du New Deal du PND pour la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies. La société civile veut trouver son équipe pays pour être plus forte afin d'asseoir sa légitimité dans l'efficacité. Il est important que les citoyens aussi s'organisent pour accompagner le gouvernement, les universitaires et les experts à animer cet espace de dialogue pour le développement. Il y aura une assemblée générale constitutive qui va mettre sur pied cette plateforme appelée Équipe Pays. Des expériences vont être partagées au cours de ces assises pour faire du Togo un pays pilote pour la consolidation de la paix. Nous sommes ici aujourd'hui pour permettre à la société civile de se familiariser avec les principes et valeurs, les outils de travail qui sont utilisés par pas moins de 250 autres organisations de la société civile qui constituent nos rangs et qui sont présents dans plus de 20 pays dits fragiles. Et nous sommes là donc pour partager des expériences, les bonnes pratiques, les leçons tirées pour que la société civile du Togo puisse, elle aussi, ajouter sa pierre à l'édifice de l'agenda du développement et du plan national du développement mis en œuvre par le gouvernement. Le Togo, depuis 2011, est membre du dialogue international pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État et du groupe 7+, États membres des fragiles. Un réseau international qui se propose de résoudre les crises et d'agir aux côtés de chaque État pour un développement durable. Bientôt au Maroc, je vous l'annonçais en titre également, ils ont la bourse d'études pour le royaume chérifien. La bourse, oui, et après, eh bien les formalités, les formations, les informations pratiques, c'est bon à savoir et c'est Gérald Agoudjou qui nous le dit. Une soixantaine d'étudiants togolais s'activent pour leur séjour d'études en terre marocaine. Bénéficiaires de bourses, soit du gouvernement togolais ou encore du Maroc, ils vont poursuivre les études en licence, master et doctorat dans plusieurs domaines. Médecine, mécanique, météorologie, électronique, mathématiques et bien d'autres filières technologiques. Ceux qui sont boursiers du gouvernement marocain, c'est de 750 dirhams, ce qui fait environ 43 000 francs CFA. Que le gouvernement marocain met à disposition tous les 2 mois. Le gouvernement togolais complète à hauteur de 50 000 francs CFA par mois. Il y a un petit groupe, une dizaine de personnes qui sont sélectionnées par le gouvernement togolais et qui sont uniquement pris en charge par le gouvernement togolais. Et ils peuvent percevoir 80 000 francs de bourse par mois. L'ambassade également, à sa présence, assure les demandes de stage de ces jeunes, les appuie dans tout ce qu'il faut de nécessaire par des lettres de recommandation. Il y a un volet de suivi de plus près qui s'effectue par le gouvernement ou disons l'enseignement supérieur en demandant à ces étudiants à chaque fin d'année leurs résultats. Et ces résultats également sont analysés par la DBS et au même moment, se basant sur ces bases, la DBS leur offre des bourses d'accompagnement que nous appelons compléments de bourses. La délégation ministérielle de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a déploré la mort de 3 étudiants togolais par noyade en septembre dernier au Maroc. Occasion d'appeler chacun à sa responsabilité pour le développement du Togo. L'État togolais a déjà fait beaucoup en trouvant les moyens pour vous envoyer là-bas. On vous donnera des directives bien claires, bien précises. Il faut les suivre seulement. Au bout de 3 ans, avoir la licence, au bout de 2 autres années, avoir le master et au bout de 3 ou 4, 5 autres années, avoir le doctorat, si possible. Chers parents, restez en contact avec vos enfants. Au moins une fois par semaine, appelez-les pour savoir, pour s'enquérir de leurs difficultés, de leur santé. Vous devez tout faire pour faire vos études et on compte sur vous. Le Togo compte sur vous. Dans le même contexte, ces étudiants togolais ont été appelés à être plus proches de la représentation diplomatique du Togo dans le royaume chérifien, ce qui leur permettra d'avoir des réponses idoines aux éventuelles inquiétudes. La première vague a quitté Lomé ce matin. Le dernier tour est prévu pour le 28 octobre prochain. Et ici, c'est déjà la rentrée. L'année académique commence à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Les activités de lancement de l'année universitaire, c'est avec Carmen Madji à Capou.
L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, ouvre à nouveau ses portes pour la nouvelle année universitaire 2019 à 2020. La joie des retrouvailles est visiblement ressentie entre les étudiants qui d'ailleurs ne manquent pas d'éloges pour ce centre qui les accueille. Mes objectifs cette année, c'est de bien travailler tout d'abord afin d'honorer mes parents, d'atteindre les objectifs que je me suis fixés, par exemple avoir une bonne moyenne pour pouvoir continuer mes études à l'extérieur. Le défi à relever cette année, c'est de travailler. Environ 500 étudiants sont attendus pour des études universitaires. L'UCAO offre toute une série de formations allant des sciences juridiques aux sciences économiques en passant par la communication et l'informatique. Pour cette nouvelle année, l'équipe dirigeante compte relever de grands défis. Le premier défi, c'est d'honorer la paternité de Dieu. Le deuxième défi, c'est de cultiver l'excellence de cette unité. Le troisième défi, c'est de faire un peu attention pour, disons, ne pas gaspiller nos énergies sur tous les plans. Pour cette rentrée universitaire à l'UCAO, une messe a été dite par l'archevêque de Lomé. Dans son homélie, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa a exhorté le collège des enseignants ainsi que les étudiants à donner une place importante à l'Esprit Saint afin que le souffle de Dieu soit et demeure leur source d'inspiration. Demandons-lui de nous donner en abondance l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de science, l'Esprit de sagesse et de force. L'Esprit Saint n'est-il pas au fond la totalité et le résumé consistant de tous les dons de Dieu à son peuple et à ses fils et filles bien-aimés que nous sommes? Pour donner plus d'ouverture à ses apprenants, l'UCAO a noué plusieurs partenariats. La dernière en date est le projet Asie-Siao. Il donne la possibilité aux étudiants d'aller poursuivre leurs études partout ailleurs dans des universités européennes et américaines. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du Souhait. Communiqué de la HAC d'abord. Prolongation d'avis d'appel d'offres pour l'autorisation d'installation et d'exploitation de radiodiffusion sonore FM. 1. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, en application de l'article 24 de la loi organique du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique du 15 décembre 2004, envisage d'étendre l'espace médiatique audiovisuel par l'autorisation de radiodiffusion sonore FM. À cet effet, la HAC a lancé depuis le 13 août 2019 un appel d'offres en vue de l'autorisation d'installation et d'exploitation de stations de radiodiffusion sonore FM privées, commerciales, confessionnelles ou communautaires dans les préfectures du Golfe, d'Aguenivé, du Zio, d'Agou, de Pelé, de la Kosa, de Dankben, de la Plaine, du Mau, du Tone et dans l'Oti Nord. 2. Le dossier de candidature pour le présent appel d'offres est disponible sur le site web de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication www.hactogo.tg et consultable en version papier au siège de la HAC. Les informations supplémentaires peuvent être obtenues sur le site ou au siège de la HAC. 3. La date limite de dépôt des soumissions initialement prévue le 25 octobre 2019 est prolongée d'une semaine. 4. La date limite de dépôt des offres est fixée au 4 novembre 2019 à 8 h. 5. L'ouverture des plis se fera le même jour à 9 h en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le souhaitent. Autre communiqué, le dernier, celui de la CET, la Direction Générale de la Compagnie Énergie Électrique du Togo, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de remplacement d'organes de coupure prévus le mercredi 23 octobre 2019 de 11 h à 15 h sur les ouvrages électriques
électrique de la CEB. La fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans les villes de Lomé-Thiéviers et leurs environs. La CET rassure sa clientèle que la fourniture du courant électrique reprendra normalement dès la fin des travaux. La direction présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sokolé dans le Tchordjon et comme d'habitude et toujours fidèlement. Belle soirée.